Le 16 septembre dernier, Philippe Nicolic, le leader de To Be Free, est retrouvé mort dans son appartement. La nouvelle a bouleversé la France entière. Cette disparition tragique a ravivé les souvenirs de toute une génération, la génération Boys Band. À la fin des années 90, c'est une véritable folie qui déferle sur la France. Ces jeunes garçons dans le vent provoquent l'hystérie à chacune de leurs apparitions. On n'avait pas vu ça depuis les Beatles. Les groupes qui font rêver s'appellent alors To Be Free, Alliage ou G-Squad. Pour eux, le conte de fées s'arrête subitement au début 2000. Le phénomène Boys Band aura duré 3 ans. Que sont devenus aujourd'hui Quentin et Brian du groupe Alliage ou encore Chris et Gérald des G-Squad? Comment ont-ils vécu leur soudaine célébrité et le retour brutal à la réalité? 10 ans après, que reste-t-il de la génération Boys Band? C'est un nouveau Dance Machine exceptionnel pour vous ce soir, puisque c'est un spécial 100% Boys. C'était le 22 février 1997. Ce soir-là, le palais Omnisport de Bercy est plein à craquer. Sur scène, les G-Squad, le premier boys band français. 5 beaux gosses, tous habillés pareil, avec une chorégraphie bien huilée. Et des paroles de chansons qui font chavirer le cœur des adolescentes. C'était ça, le boys band made in France. Aucune fille au monde n'est plus belle que toi, un tube qui fait mouche auprès des adolescentes. On n'avait pas vu une telle hystérie depuis l'époque des Beatles. Certaines femmes se disent prêtes à mourir pour leur idole. C'est mon remonte morale, c'est tout pour moi. Et si on m'enlève ça, on m'enlève une partie de mon cœur. Si on m'enlève une partie de mon cœur, je me laisse mourir. Le leader des G-Squad, c'était Chris Eden, un peu plus de 20 ans à l'époque. Le voici aujourd'hui dans les allées du Bois de Boulogne. Les moments de folie sont à jamais gravés dans sa mémoire. Son premier concert, par exemple, il s'en souvient comme si c'était hier. On était des gens complètement normaux, enfin je veux dire des ados de base quoi. Et nous ce qu'on attendait c'est avoir des fans. On arrive et il y a une fan. Super! On est super contents, on va signer des autographes ça. Sauf qu'il y en a une devant, mais il y en a 3000 derrière qu'on n'a pas vu. Donc elle nous a vus, elle a fait comme elles savent bien le faire. Elle est revenue avec toutes ses copines. Alors là, on a eu peur parce qu'elles se sont jetées sur la voiture elle faisait comme ça. On voyait plus dehors, il y avait tout plein de visages. Il y en a une qui a cassé une vitre avec son parapluie, on nous balançait des pluches, il y avait des filles, je sais pas pourquoi, comment ça se fait. Il y avait des filles sous la voiture. Du délire quoi. Des milliers de fans en délire. En quelques semaines, le phénomène Boys Band déclenche une ferveur totalement incontrôlable. Et ça, personne ne l'avait prévu, pas même ceux qui ont lancé la mode. C'est ici, dans ce bureau, que tout a commencé en 1996. Marie-Christine Maillet est chorégraphe. À l'époque, elle travaille sur des émissions de variété. Elle a alors l'idée de créer le premier boys band français, les G-Squad. Le succès monumental de son groupe auprès des adolescentes dépasse alors toutes ses prévisions. J'ai été très inquiète par le débordement, justement, l'amour de ces fans. Parce que, par exemple, il y en a une... Quand Gérald ne la regardait pas pendant un concert, il voulait aller se suicider. Alors des fois, j'allais les récupérer ou alors ils étaient devant la maison de disques, par moins 10, alors j'avais porté des petits thés et tout, mais elles gelaient de froid. Il y avait ça, il y avait le fait que quand on prenait un train le matin pour la Belgique, elles étaient là. Quand on revenait, elles étaient là. Je dis, mais l'école là-dedans. Des jeunes fans qui sèchent l'école et qui passent leur journée à traquer leurs idoles, de quoi rendre jaloux les petits copains. Ils venaient nous voir à la sortie des télés, ils faisaient... Donc ça, c'était un peu dangereux. Et une fois, par exemple, il y en a un, on a traversé une rue, bon, pour aller au restaurant, normal, et je leur avais dit, pas de collier, pas de foulard, de manière à ce que les gens ne puissent pas vous attraper par le cou. Puis il y en avait un collier, un truc, et puis ils l'ont attrapé par le cou. Harcelés et adulés par leurs fans. Et ça continue 10 ans après la disparition des boys bands. Chris, l'ex-chanteur des G-Squad, a toujours son fan club. Aussi incroyable que cela puisse paraître, une fois par mois, il retrouve ses admiratrices dans un restaurant parisien. Au menu, séance photo et dédicaces. Pour elle, la passion continue. Le fan club de Chris n'a jamais cessé d'exister et il compte encore des centaines de membres. Allons-y, flasher. En pleine nostalgie. J'allais squatter devant la maison de disques en attendant qu'ils arrivent.
c'était le meilleur moyen pour les voir sans trop de monde. J'ai craqué sur la voix de Chris. Et depuis ce temps-là, toujours fan. Ouais. Pendant les J-Squad, en fait, j'avais que 10 ans, mais j'étais fan, des posters partout, même au plafond. Y avait pas, on voyait pas du tout la tapisserie, quoi. J'avais tous les albums, les posters, je faisais des classeurs avec tout ce que je pouvais avoir. Et donc là, c'est vraiment une joie. Je suis vraiment trop contente de le rencontrer et puis de voir qu'il n'a pas changé. En fait. Il est super. À part sa coupe de cheveux, il n'a pas changé, même si son quotidien n'est plus vraiment celui d'une star. L'ex-chanteur des G-Squad vit aujourd'hui ici, en banlieue parisienne, chez ses parents. Chris n'a pas eu le choix. Les 300 000 € gagnés pendant les années boys band se sont très vite évaporés. Financièrement, tu vis un petit peu sur ce que tu as gagné, mais à un moment donné, l'argent, on ne le fabrique pas. Hein. Donc il faut travailler. Donc, j'ai fait des massages à domicile pendant une longue période, mais physiquement, c'était trop éprouvant. Donc je me suis inscrit au RMI. Et puis, je suis resté au RMI pendant pas mal de temps. Pas mal de temps. En quelques semaines, Chris est passé de la gloire au RMI, loin du train de vie de star qu'il avait à l'époque, grosse voiture et vacances de milliardaire. Dans cette nouvelle vie, Chris a même dû postuler comme vendeur dans une grande surface de bricolage. Je pleurais pendant que je faisais ma lettre de candidature. Ouais, je pleurais pendant que je la faisais, je pleurais. Je l'ai cacheté, je l'ai mis sur le bureau, je dis demain, j'y vais. Mais cette lettre, il ne l'enverra jamais. Car comme lui, quand on a connu la célébrité, impossible de s'en passer. Bien décidé à remonter sur scène pour faire vibrer ses fans, Chris s'est aménagé un studio d'enregistrement et s'est lancé dans la composition. Alors les musiques que je compose, là j'ai fait dernièrement une musique pour un générique d'une émission sur le câble. J'ai fait les jingles, j'ai fait tout l'habillage musical. Et puis j'ai fait aussi une musique pour une grosse société, la musique d'attente quand on est au téléphone. On a toujours l'habitude d'entendre ou du classique. Donc voilà, j'ai fait cette petite musique-là. Donc c'est très bien, c'est très court, ça paye bien. Donc voilà, je suis très content. En attendant de retrouver son public à Bercy, depuis 6 ans, Chris anime des soirées privées avec son groupe. Comme ce soir, pour un mariage. Aujourd'hui, c'est en parfait anonyme que Chris revit sa passion sur scène en égrénant les vieux standards. Et peu importe qu'il n'y ait plus 20 000 fans déchaînés. Pour cet éternel séducteur, le rêve continue. Séduire, c'était la principale raison d'être de Chris et de tous les membres des boys band. Draguer les adolescentes, y compris pendant les concerts, ça faisait partie du contrat. Tous devaient cultiver une image de célibataire, recherchant l'âme sœur. Gérald, un autre membre des G-Squad, a lui aussi joué à fond de sa réputation de tombeur de filles. Et c'est longtemps après la disparition des boys band qu'il a révélé son homosexualité. Quand on a 16 ans, on ne sait pas trop où on va. C'est-à-dire que là, il n'y avait rien à cacher, parce que je ne savais même pas trop moi-même où j'en étais. Ça, c'est puisqu'à 16 ans, on est encore dans la découverte de sa sexualité et de tout ça, donc il n'y avait rien à cacher. J'ai eu des petites amies, des petites copines, des filles que j'ai vraiment aimées profondément, donc ça n'a jamais été, quelque chose que j'ai dû cacher. C'est-à-dire que le jour où je me suis vraiment senti en disant « bon, je suis gay », bon ben voilà, je le dis, et puis c'est tout. De sa période faste, Gérald ne regrette rien, même pas les dérapages. Quand on est jeune, que ce soit groupe ou pas groupe, on a tendance un peu à vouloir tester tout un tas de trucs. Donc en plus, quand on a les moyens de sa politique, à savoir de l'argent, c'est forcément beaucoup plus facile d'accéder à tout ça. Donc ça, c'est le côté sombre de l'histoire. J'y ai touché à de la drogue, à ce genre de choses, et puis bon, après, on s'en sort, on se rend compte que c'est pas quelque chose de constructif. À l'époque, Gérald n'a que 16 ans. Il sort à peine de l'école. Devenir une star, c'est pour lui un rêve de gosse. Alors aujourd'hui encore, il regarde cette période avec nostalgie. Ça a été la meilleure des écoles finalement. Donc quand je revois toutes ces images, ça me replonge forcément des années en arrière et c'était vraiment des souvenirs exceptionnels. Je crois que le meilleur souvenir, ça a été, un des meilleurs parce qu'il y en a tellement, ça a été l'accueil du public à Montréal. Parce que pour nous, c'était le bout du monde d'aller au Canada.
Et on pensait pas que les gens nous connaissaient autant et qu'autant de gens allaient nous attendre. Désormais, Gérald gagne sa vie en faisant de la peinture et du mannequinat. Pendant la période boys band, il s'est sculpté un corps parfait et il entend bien en tirer profit. Ça va, monsieur? Juste au moins qu'il se plaque bien, parce que j'ai des petits frisottis qui... On peut c'est pas la peine de tout mouiller, ouais, je quoi. pense que c'est... Peut-être juste rattraper. Je vais venir avec toi. Ok, ça marche. Aujourd'hui, ce n'est qu'une séance photo pour une marque de maillot de bain, mais Gérald ne se considère pas comme un simple mannequin. Pour lui, il est toujours un artiste et exerce son art dans un domaine différent. C'est pas une reconversion professionnelle, je ne vis pas de ça et et puis je pense que j'aurais pas la patience d'ailleurs pour tout ça, donc non, c'est plus pour le regard que l'artiste a sur moi. Vu que je fais de la peinture, je vais voir comment il a traité la lumière. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi d'un regard d'artiste à artiste. Dans le sillon des G-Squad, une dizaine de boys bands ont été lancés sur le marché à la fin des années 90. Steven, Roman, Quentin, Brian. C'est Alliage et Baila. L'un de ces groupes, Alliage, a utilisé la même recette qui a fait le succès des G-Squad. La couleur de la chemise a changé, mais ce sont toujours les mêmes chorégraphies et le même style de refrain, facile à retenir. Et là encore, les 4 beaux garçons n'ont pas été choisis au hasard. Je suis le charmeur. J'aime bien me plaire, j'aime bien savoir que je plais. Je suis le fonceur. C'est moi qui dis allez, on fait ci, on fait ça. C'est moi qui mène un peu tout. Donc je suis le fonceur. Et le battant. Je me suis battu très fort et très vite. Et grâce à Dieu, ça a vite marché. Dans le groupe, je suis le romantique. Un casting savamment étudié, il y en a pour tous les goûts. Le succès est immédiat auprès des jeunes filles qui n'avaient pas encore succombé à un autre boys band. 3 ans de succès ininterrompu, plus de 3 millions d'albums vendus. Et pourtant, dès le début, Brian, le charmeur, un ex-mannequin, a bien conscience qu'il a été choisi pour son physique et que sa carrière de chanteur ne sera pas éternelle. C'était un monde inconnu pour moi. Donc j'ai dit c'était une aventure, une expérience extraordinaire, de vivre une expérience, c'est tout, de découvrir step by step chaque jour et de vivre le moment présent. Et je ne regrette pas du tout, j'ai vécu des moments extraordinaires, quoi. Quand j'ai vu comme ça partait, tout ce qu'il y avait autour, on peut dire que j'avais déjà intégré le mot fin dans ma tête, quoi. Donc d'entrée. Pour que la fin des boys band ne rime pas avec fin de carrière, Brian s'accroche depuis 10 ans à la chanson. Lui aussi veut retrouver le grand frisson de la scène et c'est dans ce studio de la banlieue parisienne qu'il prépare son grand retour. Je n'écouterai plus personne. J'ai trop souffert de décisions que je n'ai pas prises tout seul. Paradoxalement, c'est seulement aujourd'hui qu'il découvre les difficultés du métier de chanteur. Car à l'époque d'Alliage, toutes ses prestations étaient réalisées en playback. La performance vocale n'était pas vraiment sa priorité. Et la chose était enjolivée par les choristes et nous, le travail était vite rempli vu le laps de temps qu'on passait dans ce studio, quoi. Nous, au bout de 5 minutes, souvent on partait, quoi. Enfin, moi, j'ai vite compris que je n'étais pas Pavarotti, quoi. C'est sûr que d'entrer comme ça, à part... j'ai toujours aimé chanter, mais d'une façon professionnelle, c'est un vrai métier, quoi. Je n'écouterai plus. Pour enregistrer un disque en solo, Brian a dû apprendre à chanter. Depuis 10 ans, il travaille dur pour devenir un artiste complet. J'ai commencé à écrire mes textes, j'ai commencé à apprendre la guitare, tout ça, donc je prends conscience que voilà, que depuis un petit moment que c'est un vrai boulot et qu'il faut de la rigueur, quoi. Ben, mon rêve actuellement, c'est retrouver un public, retrouver un peu les sensations que j'ai pu connaître auparavant, cette folie. C'est vraiment ma première raison qui me pousse à revenir. J'ai trop souffert de décisions. Mais revenir sur le devant de la scène quand on a l'étiquette boys band, c'est un pari presque impossible. Un autre membre du groupe Alliage en a fait l'amère expérience. On a menti, on a eu tort. Direction New York. C'est ici que Quentin a dû s'exiler pour tenter de revenir en haut de l'affiche. En 1999, sur un coup de tête, il décide de quitter le groupe Alliage. Grisé par le succès, Quentin pense alors qu'une carrière solo lui tend les bras. Mais il va très vite déchanter, car aucun producteur n'accepte de le rencontrer. Quand tu sors d'un boys band ou quand tu as eu un super succès,
C'est pas possible. Tu vas, les gens te disent non. On te ferme les portes au nez. Pourquoi? Je sais pas. Parce que tu as vendu 5 millions de disques, peut-être. Ils te mettent sur un bûcher, ils te brûlent vivant. C'est pas possible. Prêt à tout pour retrouver sa notoriété perdue, à l'époque, Quentin s'obstine et décide de repasser par la case casting. Mais là encore, rien n'y fait. J'ai fait des auditions pour les comédies musicales et ça s'est super bien passé. Et puis quand la production ou les gens importants qui prennent des décisions ont vu que c'était moi, ils ne voulaient pas de Quentin, c'est comme si c'était, tu vois, une malédiction sur moi. Et je me rappelle de ça très très bien comme c'était hier. C'était pour les 10 commandements, je crois. Je dis, je danse. Je suis un danseur, donc laissez-moi danser. Si vous n'avez pas besoin de chanteur, je danse. Et on m'a refusé même en tant que danseur. Je me suis dit, tu vois, si on me refuse même en tant que danseur, il est temps pour moi de partir. Boudé en France, Quentin a décidé de traverser l'Atlantique. Et c'est finalement à Broadway qu'il a retrouvé le chemin des studios. Ce matin, Quentin enregistre un nouveau single, son 3e depuis qu'il est arrivé ici il y a 10 ans. Mais aux États-Unis aussi, il est prisonnier de son image sexy, héritée de la période boys band. Lorsque des producteurs américains font appel à lui, c'est toujours dans un registre très particulier. Kama Sutra, si tu veux, c'est une chanson très sexuelle. Bon, c'est par rapport au Kama Sutra, au livre, et si tu veux, je parle des positions sexuelles et blablabla. Pour l'instant, la diffusion de son single reste confidentielle. Alors pour séduire l'Amérique, Quentin mise sur son physique. Sa stratégie pour se faire remarquer, c'est d'exhiber son corps en boîte de nuit. Les gens sur scène, ils attendent de voir quelque chose de sexy, limite provoquant, parce que c'est ce qu'ils voient, c'est ce que je vends, c'est ce que je suis. Et il faut que je leur donne ce qu'ils veulent. Grâce à ses shows sexy, il a fini par se faire inviter sur une scène new-yorkaise avec Madonna. J'ai eu la chance, moi, inconnu, tu vois, parce que je ne suis pas une star ici, et de chanter ici devant un public et surtout d'ouvrir avant que Madonna chante la chanson. Avec l'argent gagné, Quentin a pu s'acheter un appartement au cœur de Manhattan. Un rêve de gosse pour lui qui a grandi dans la banlieue de Marseille. Alors il ne regrette rien, et surtout pas sa période boys band. C'est à refaire, je le referai demain. On a vécu un rêve. Alliage m'a donné la possibilité d'être qui je suis aujourd'hui, de me faire un nom, de sortir d'où j'étais, de prouver aux gens avec qui j'ai grandi que je pouvais avoir une vie. Ce qu'on a vécu, on a vécu un rêve, c'était super bien. Les gens, ils aimaient ça. Et quoi, de toute façon, il y aura toujours, ça va revenir. Ça va revenir, parce que les gens, ils ont besoin de rêver. Il y aura tout le temps des adolescentes qui ont besoin de rêver, des adolescentes qui ont besoin de s'identifier à quelque chose. Le retour des groupes de garçons est-il possible en France? Le décès de Philippe Nicolic a-t-il réveillé la passion chez la génération boys band? Pas sûr, mais il a au moins prouvé que Quentin, Gérald, Chris, Brian et les autres restaient des idoles pour des milliers de fans.